Hello, salut à tous. Du coup, bienvenue sur ce live qu'on a intitulé Introduction au métier de product designer. Du coup, moi, je me présente, je m'appelle Paul Yanazzi et je travaille chez The Design Crew. Euh, on a monté en fait ce live avec un objectif, c'est pouvoir vulgariser au maximum le métier de product designer parce que c'est encore une dénomination trop peu connue aujourd'hui du grand public, bien que ce soit vraiment un poste référent dans le milieu tech. J'en profite pour ouvrir une petite parenthèse. Vous aurez remarqué que du coup que ce live arrive au même moment où on a du coup dévoilé notre bootcamp, qui est une nouvelle formule de formation qui commencera en janvier. Et le bootcamp, c'est quoi? Ça va être 8 semaines intensives de formation encadrées par des mentors expérimentés. Ça va être 3 projets concrets réalisés tout au long de la période pour pouvoir nourrir votre portfolio et avec à la fin de ce bootcamp, il y aura un accompagnement personnalisé pour pouvoir vous introduire dans le monde professionnel. Du coup, pour revenir sur ce live, merci beaucoup à Tristan Charvilla, qui est VP Design chez Blablacar, qui nous fait l'honneur de sa présence, et du coup qui va pouvoir revenir sur le métier de product designer, le rôle du product designer, ses missions et comment il évolue au sein d'une entreprise et dans une équipe produit. Et on a également Julien Pelletier, qui est Head of Design chez Itch, qui va pouvoir du coup animer ce live. Euh, Ce live, du coup, il va durer 1 heure. On aura 45 minutes d'entretien, du coup, animé par Julien qui posera les questions à Tristan. Et ensuite, on va prendre 15 minutes de Q&A, les fameuses questions-réponses, pour pouvoir répondre du coup à toutes vos questions. Vous pouvez d'ailleurs écrire sur le chat sur la droite et également aux questions. Et du coup, les questions vont remonter. Du coup, on y répondra à la fin. Je reprendrai la parole en toute fin de séance pour conclure ce live. Bon live à tous et du coup je laisse Julien commencer. Bonsoir à tous. Comme l'a dit Paul, je m'appelle Julien Pelletier et je travaille chez Itch. Je m'occupe de l'équipe Product Design là-bas. Mais avant ça, j'ai eu la chance de travailler un petit peu avec Tristan brièvement, parce qu'avant, je travaillais chez Blablacar. Et je suis ravi de l'avoir ce soir pour lui poser plein de questions sur le Product Design. Mais avant de commencer les questions, avant de te poser les questions, Tristan, est-ce que les participants dans le chat, est-ce que vous pouvez nous écrire, indiquer quel métier vous faites pour qu'on voit un petit peu quelle audience on a ce soir sur ce live? UX designer, UX designer, UX UI, product designer, pas mal de product designers, CRM, quelqu'un qui n'est pas du design. Product designer aussi, marketing digital, etc. Ok, pas mal de designers finalement. Fils d'un design. Cool. Du coup, bonsoir Tristan. Première question, est-ce que tu peux te présenter, qui es-tu, ce que tu fais? Et aussi, parce qu'on a travaillé ensemble, mais je ne sais même pas en fait comment tu es tombé dans le design et ce que tu as fait avant. Ouais. Donc, je m'appelle Tristan Charvilla. Je suis rentré dans le design il y a une quinzaine d'années maintenant. Donc, mon parcours à l'époque, ça a été de faire de la psychologie cognitive. Donc, disons, quand j'ai commencé mes études, là, ça doit faire maintenant une vingtaine d'années. Et le sujet du design à l'époque, il était assez restreint. Il n'y avait pas tellement d'écoles pour faire ça. Il y avait même assez peu de vocations. On appelait ça l'ergonomie à l'époque, principalement. Ergonomie IHM, interface homme-machine. Et encore ce mot qui traîne à gauche, à droite dans des articles. Et en fait, c'était un domaine qui était déjà mature sur ce qu'on appelait les systèmes complexes, donc l'industrie lourde, l'aviation, les centrales nucléaires, tous ces sujets-là. Il y avait déjà beaucoup de recherches et de travaux sur l'ergonomie des interfaces. Maintenant, dans le monde du web, c'était encore le début. Donc, j'ai fait ce parcours parce que c'était ce qui semblait, c'était ce qui amenait à un master qui s'appelait déjà interface homme-machine. Donc, ça a été pas mal d'années de psychologie et de psychopathologie et tous ces domaines
apparemment pas grand-chose à voir avec le design, mais qui en fait sont très intéressants parce qu'en fait, on travaille sur les processus cognitifs et la façon dont les gens traitent l'information. Et c'est un petit peu ce qui nous intéresse quand on fait des interfaces. Voilà, en sortie de ça, il n'y avait pas énormément de postes dans le web, mais on a monté une agence qui avait un focus sur les interfaces et en particulier sous l'angle des tests utilisateurs pour aller montrer un petit peu aux clients, aux futurs clients, évangéliser à travers la démonstration que naviguer dans une interface, en fait, c'est compliqué et que la réalité des comportements clients, lorsqu'on la voit en direct dans un test, elle parle et elle met en évidence qu'il y a pas mal de sujets à traiter. L'autre sujet qui était intéressant à cette époque-là, c'était la réconciliation entre la donnée quantitative qu'on avait et la donnée qualitative des tests. Donc, quantitatif, c'est il y a un gros problème, on voit des drops, mais on n'est pas tellement capable d'expliquer pourquoi. Qualitative, on voit plein de problèmes, mais on n'est pas trop capable de savoir lesquels sont importants. La réconciliation des deux, ça donne un avenir. Donc voilà, ça a été travaillé là-dessus pendant 5 ans. Ensuite, j'ai rejoint PayPal, qui était l'occasion d'aller toucher à la Silicon Valley, d'aller chercher de l'inspiration chez des mentors de là-bas. Voilà. Il y avait déjà un gros niveau chez certains, pas chez tous, mais les leaders de ces boîtes-là étaient déjà très, très avancés. Donc, c'était l'occasion de me rapprocher d'eux, d'apprendre. J'ai fait le travail de UX UI pendant quelques années et puis j'ai eu différents mentors et j'ai rencontré un mentor qui avait travaillé sur les sujets de design thinking un peu à l'origine des choses. Donc, c'était hyper inspirant. Et donc, j'ai fait quelques années d'évangélisation autour de ce sujet-là chez PayPal en Europe. Donc, d'emmener des équipes cross-fonctionnelles sur le terrain pour aller comprendre les problèmes utilisateurs. Voilà. Et ils ont décidé, comme beaucoup de boîtes, de recentraliser les fonctions de design en Californie. Je n'avais pas vocation à aller vivre là-bas. Et donc, j'ai rebondi et j'ai rencontré Fred Mazella, le fondateur de Blablacar, qui à ce moment-là avait décidé de créer une start-up dans la start-up. C'est là qu'on s'est croisés, Julien. Le lab, comme on appelait chez Blablacar. Et donc, l'intention, c'était de créer un nouveau produit from scratch, toute petite équipe, donc super challenge. Et on a lancé le produit qui s'appelle Blabla Lines, qui est une application de covoiturage, Blablacar, mais domicile-travail, qui aujourd'hui existe et fonctionne plutôt bien. Voilà. En sortie de ça, une fois que l'architecture était posée, le produit lancé, on m'a proposé de rejoindre Blablacar, là pour le coup, l'équipe mère, prendre la responsabilité de l'équipe design. Et puis récemment, mon rôle a évolué un peu et on a rattaché différentes verticales. Donc aujourd'hui, on a rattaché donc l'équipe product design, mais aussi l'équipe CRM, l'équipe product marketing et ce qu'on appelle le studio créatif qui est responsable de la brand et de tous les assets marketing et branding. Donc ça fait une grande équipe avec beaucoup de verticales. Avec la mission, c'est d'avoir un discours cohérent entre la conception du produit avec le product design et la manière dont on en parle à travers le marketing et la manière dont on l'exprime dans la marque. Voilà, c'est ma mission aujourd'hui. Et d'un point de vue personnel, je m'intéresse au processus créatif depuis un bon moment via la musique que j'aime beaucoup. J'en écoute beaucoup et j'en ai fait pendant pas mal de temps. Et peut-être moins attendu, le bricolage. Je trouve que c'est une activité créative fantastique. Donc j'aime bien ça aussi. Plus récemment, je m'intéresse à l'architecture, en particulier l'architecture haussmannienne dans Paris. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais c'est un sujet très intéressant et un très beau design system si on le regarde sous cet angle-là. Voilà. Super. Merci pour l'intro, très précise, c'est cool. J'arrive avec ma question intitulée Gros sabot un petit peu. Tu as parlé de product design, tu as parlé de UX un petit peu, d'interface machine, tout ça. C'est quoi le product design? Le product design, ouais. Déjà, je trouve que c'est cool qu'on ait le terme product design qui arrive et qui grandisse parce que je crois qu'il y avait un manque. Et pour moi, alors évidemment, on va encore avoir plein d'interprétations. Je crois qu'on sera toujours dans ce monde d'interprétation des titres, etc. Mais la manière dont je vois le product design, c'est vraiment la conception du produit, un petit peu comme on pourrait le concevoir dans de la conception de produits physiques, en fait.
euh, une responsabilité depuis la conception jusqu'à l'exécution, sans nécessairement être capable ou compétent dans chacun des domaines qui vont être nécessaires à la construction de ce produit, mais avoir une responsabilité globale là-dessus. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui existait dans le monde du produit physique depuis un bon moment, un designer d'objets qui est responsable depuis le sens de l'objet qu'il veut lui donner jusqu'au détail de son exécution et qui aujourd'hui, à mon sens, prend corps dans ce titre de product designer. Donc, il y a vraiment un côté penser l'objet dans son aspect fonctionnel et esthétique pour lui donner du sens. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je qualifierais le product design. Et toi, là-dedans, qu'est-ce qui... Vas-y, pardon. Pardon, oui, il y a peut-être un aspect supplémentaire qui est intéressant par rapport au produit physique, c'est qu'on navigue dans un produit digital. Et on navigue pas tellement sur une chaise ou sur un canapé. Donc, il y a peut-être une dimension complémentaire. Je crois qu'il y a une partie qui est de la conception du produit physique et il y a une partie qui est d'architecture un petit peu pour réfléchir à la manière dont on va naviguer dans ce produit. Peut-être que c'est ça la spécificité par rapport au produit traditionnel, c'est que c'est un produit dans lequel on navigue. Et toi, là-dedans, dans ce métier-là, qu'est-ce qui te branche le plus? C'est quoi l'aspect qui te passionne le plus de ce métier-là? Je vais peut-être surprendre, mais en fait, je crois beaucoup dans un concept de connecter les choses ensemble. Je crois peu dans la créativité au sens page blanche et je fais émerger quelque chose de cette page blanche qui vient de nulle part, seulement de ma créativité. Et ça se discute, hein, c'est des points de vue personnels. Mais moi, en fait, je crois pas beaucoup là-dedans. Je crois que la seule chose qu'on fait, en fait, c'est qu'on réassemble des choses qu'on a en tête et on crée quelque chose de nouveau avec ça. Et ça me fascine, en fait. Et je trouve ça hyper intéressant, cette histoire de connecter les points. Il y a la quote style like an artist qu'on attribue à Picasso, c'est probablement vrai, qui dit good designer, copy great designer style ou artiste ou peu importe. En fait, je crois beaucoup dans ce processus-là. Je crois que la notion de voler, c'est différent de la notion de copier, c'est de prendre et de réassembler, de se rapproprier. Et je parlais du bricolage tout à l'heure comme une passion. Mais en fait, le bricolage, c'est ça. Quand on a un problème, c'est rare qu'on va au magasin et qu'on trouve exactement la solution toute faite au problème. Clac, on le pose dessus et le problème est résolu. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est plus créatif que ça. Il faut aller trouver des petites pièces, des petits morceaux, des trucs, des machins, et puis penser qu'en fait, quand on va les assembler, on va résoudre le problème. Moi, c'est ça que je trouve très excitant dans le design. C'est ce côté un petit peu bricolage, aller prendre un petit peu partout, piocher des choses à gauche, à droite, et puis en faire une solution efficace pour le problème qu'on cherche à résoudre. Et sur une application comme Blablacar, c'est quoi les pièces que vous allez rassembler, que vous allez piocher à droite à gauche, que vous allez voler un petit peu? Elles sont infinies, hein. Donc, ça peut être des pièces. Donc, tu peux avoir des choses, des vrais proxys, des choses très proches. Si, par exemple, chez Blablacar, on travaille sur des problématiques de map, on va aller regarder les produits de map et probablement Google Maps en premier. Il y en a d'autres qui font des belles maps, mais Google Maps, avec le volume d'utilisateurs qu'ils ont, le talent des designers qu'ils ont, et en fait, ils ont résolu déjà plein de problèmes. Et donc, je crois que c'est un excellent exercice d'aller regarder la manière dont ils ont résolu ces problèmes et puis de le réutiliser. Maintenant, c'est très différent de la copie, en fait, parce que la copie, ça marche pas. Si on prend et qu'on plug, ça marche pas. Ce qu'il faut, c'est faire un travail qu'on appelle un peu reverse engineering. Donc, je vois une solution, mais je le détricote pour comprendre un petit peu en quoi elle résout le problème et quel a été le process pour qu'elle résolve ce problème. Et c'est là où je me dis, bah tiens, en fait, je prends pas la solution dans son ensemble, je prends un bout que je vais rattacher à une autre, et là, je vais créer une nouvelle solution. Donc, c'est un processus passionnant qui est très compliqué. Je ne sais pas si c'est plus dur que d'inventer d'une page blanche, mais en tout cas, c'est complexe. Mais c'est très vertueux. Je crois que c'est la bonne chose à faire. Et puis, dans un sens, on en reparlera aussi après. Je crois que l'humilité, c'est un sujet très important aussi dans le design. Et peu importe sur quel produit on travaille, je crois qu'il faut avoir l'humilité de se rendre compte qu'on est un tout petit point de passage dans la vie d'un utilisateur, parfois 2, 3, 5 fois par an,
parfois un petit peu plus quand on a de la chance, mais en fait, c'est pas grand-chose. Et que tout ce qu'on va pouvoir réutiliser, qui est un pattern déjà digéré par un utilisateur, c'est du temps de gagner pour tout le monde et de l'énergie de gagner pour l'utilisateur en particulier, à pas essayer de comprendre à nouveau ce qui a été conçu. Il y a, je pense, dans l'automobile, c'est un bon exemple pour ça. Je conduis pas beaucoup, mais quand je loue une voiture, ce qui m'enchante, c'est à quel point je suis capable de la prendre en main très vite pour démarrer et passer les vitesses. Ce qui me rend dingue, c'est le temps qu'il faut pour comprendre les interfaces pour mettre la musique ou le GPS. Et il y a un bon pattern là-dessus, c'est que c'est extrêmement normé sur la position du clignotant, des pédales, etc. Donc ça va très vite. Par contre, il y a une obsession à réinventer systématiquement les interfaçages, même dans une même marque, les interfaces sont différentes. Et je prends aucun plaisir à ça. Je m'éclate pas à me dire, ah bah tiens, super, je vais découvrir une nouvelle façon de mettre la radio. Je crois qu'il y a un parallèle intéressant là-dessus. C'est un peu comme si on changeait de voiture 10 fois par jour avec les produits et qu'à chaque fois, il fallait qu'on réapprenne des choses qu'en fait, on a déjà digérées 1000 fois. Voilà. Intéressant. Je l'avais jamais mis en perspective comme ça. Il y a un truc qui me fait penser un peu à, pour ceux qui font de la musique, à du sampling, en fait. Tu vois, ceux qui font de l'électro, qui vont aller piocher à droite à gauche, Ouais. Ils vont pas copier pour mettre au bout, sans que ça ait de sens, des samples comme ça, mais le but, c'est de créer un truc un peu harmonieux, un petit peu nouveau. C'est vrai. Et c'est vrai aussi chez même la musique des musiciens traditionnels, en fait. C'est-à-dire qu'eux, Ouais. ils vont parler d'influence. Bon, c'est une autre manière de le dire. Mais qu'est-ce que c'est que de l'influence quand on est musicien? C'est d'avoir digéré des patterns, en fait, plein de patterns, et puis de les digérer, et puis de les ressortir d'une manière nouvelle. Mais en fait, c'est digéré. Donc, il faudrait écouter un musicien qui a jamais écouté de musique, par exemple, pour voir un petit peu ce qu'il est capable de produire. Ça, c'est vraiment la page blanche. Je suis pas sûr ce que ça donne. C'est une expérimentation à faire, peut-être. Ce serait intéressant, c'est marrant. Pour revenir un petit peu à Blablacar, c'est quoi le rôle? Alors, tu as expliqué un petit peu ce que c'était le design, mais le rôle et ce qu'on attend d'un designer chez Blablacar, c'est quoi? Alors, il y a une partie forcément connecter les points, comme je viens de l'expliquer, parce que c'est rentré un petit peu dans notre culture maintenant. Donc, on attend du product designer qui soit aussi un, un rapporteur de points de vue. Je ne sais pas si c'est bien de le dire comme ça, mais d'aller chercher du benchmark, d'aller chercher des points de vue de marketing, d'aller chercher des points de vue de test utilisateur, donc de ramener plein de perspectives dans le cycle projet. Ça, c'est un des aspects. Mais je crois que l'aspect le plus important, c'est le process. En fait, un designer chez Blablacar, on s'attend à ce qu'il applique le process qu'on a défini, qu'on appelle le Product Design Framework. Donc un framework extrêmement précis, avec pas mal d'étapes, avec pas mal de livrables à chaque étape. Et un peu l'originalité chez Blablacar, mais c'est sûrement dû au fait que les deux responsables de l'équipe design consécutif, qui étaient Rémi Guyot avant moi et moi-même, on est des designers tous les deux. Et aujourd'hui, Rémi, il s'occupe du produit. Et donc, on a eu une grosse influence sur la manière dont on pense le produit. Donc, aujourd'hui, chez Blablacar, il y a un process que je crois n'importe quel designer comprendrait très simplement et probablement considérait que c'est un process de designer, mais qu'on applique sur l'ensemble du process produit. Donc, on a un framework commun avec le produit, avec le design et maintenant avec le product marketing. Et c'est ça qu'on attend d'un designer, c'est d'appliquer ce process, d'accompagner les équipes dans ce process. Voilà. Et en finalité, derrière, quel impact peuvent avoir, en quoi ils sont utiles à l'entreprise, à l'activité? Alors, je pense, premièrement, ils permettent d'appliquer un process design extrêmement vertueux avec tout un tas de questionnements. Donc, pour vous donner une idée un peu concrète de ce que c'est que ce process, donc on a une première étape qui est le scope. Donc là, on va définir un petit peu les limites du projet. Ça, c'est pas là où le designer a le plus d'impact. La deuxième étape, c'est l'immersion. Et là, on commence à avoir une prise en compte des perspectives utilisateurs. Le designer, il est sur le terrain. Il va être accompagné d'un researcher pour vraiment aller comprendre les problématiques qu'on cherche à résoudre. Derrière, on a une étape d'inspiration. Donc là, on va aller un petit peu style like an artist pour aller chercher les briques d'inspiration, les bonnes exécutions de design autour pour alimenter le process.
On va avoir une étape de design, là pour le coup très traditionnelle, mais construction d'écran avec des processus de diverge, converge. On va avoir une étape de test. Donc voilà, ça c'est le cycle dans lequel passe toute l'équipe de conception produit. Et donc on sent bien que c'est très influencé par le design. Donc le designer, il a beaucoup d'influence. Maintenant, si je prends un peu de recul et que je prends ta question au sens un peu plus large, qu'est-ce que le designer il apporte? Je crois que ça dépend pas mal de son niveau d'expertise. On attend des choses différentes en fonction de la seniorité des designers. C'est Julie Zhou, la VP Design de Facebook, qui a partagé un framework très simple et je trouve très juste, qui dit en gros que un designer jeune, junior, on attend de lui un craft, voilà, une capacité à, elle dit, looks great, makes sense, voilà, exécuter et quelque chose d'utilisable avec une esthétique qui convient. Le niveau suivant, ça va être plus d'influence sur l'expérience. Et là, je vois une dimension un peu d'architecture un peu plus importante. Voilà, il y a plus d'ambiguïté dans les problèmes qu'on cherche à résoudre. C'est plus difficile de mesurer l'impact. Il y a un peu plus de data pour aller voir si ça fonctionne, data au sens quanti, ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Voilà, une approche un peu plus end-to-end, comme on dit. Et après, la dernière étape, c'est d'apporter de la vision, d'anticiper un petit peu les problèmes. Chez Blablacar, comme dans beaucoup de boîtes, bah, ça grossit. Donc, on a des sujets de scale. Donc, typiquement, construire une expérience où on se dit, bah, il va falloir qu'elle soit solide et que si demain, il y a beaucoup de contenus qui arrivent supplémentaires, des nouvelles formes de voyage et de choses comme ça, comment est-ce que ça tient et qu'on n'a pas à reconcevoir les pages en permanence. Donc, d'apporter vraiment de la hauteur. Voilà. C'est comme ça qu'elle définit les niveaux d'évolution et de ce qu'on apporte dans une entreprise. Je trouve que c'est assez juste. J'avais vu ça aussi et quand je l'ai vu, je m'étais dit, ça ressemble pas mal au process de design en fait, sauf que tu le prends à l'envers. Les juniors vont commencer par un petit peu la fin, le craft, ce qui est un petit peu en fin de chaîne, de livrer des solutions, des interfaces. Et au fur et à mesure que tu es senior, tu t'avances un petit peu dans le process et à la fin, tu maîtrises un petit peu la totalité du process. C'est vrai, absolument. Et je trouve que c'est assez vertueux de le prendre dans ce sens-là. Et c'est un conseil que je donne aux jeunes designers qui nous rejoignent, c'est de pas brûler trop vite les étapes là-dessus. Je sais qu'on a envie très vite d'aller vers la stratégie, vers la conceptualisation, mais je crois qu'en faisant, on apprend beaucoup. Et donc, pour revenir au sujet du product design lui-même, je crois qu'il y a beaucoup de valeur à ça aussi, d'avoir un rôle qui n'est pas uniquement spécialisé, comme on pouvait avoir des rôles uniquement spécialisés très très amont ou très très aval, mais d'avoir un rôle qui prend en compte un petit peu toutes ces étapes et puis qui grandit à travers les étapes qu'on a définies. Tout à l'heure, tu as parlé d'immersion et de rencontrer des utilisateurs, d'aller à la rencontre des utilisateurs avec un designer et un UX researcher. C'est quoi la place de l'utilisateur dans ce métier-là? Quelle fréquence on les rencontre? Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Comment on interagit? Je crois qu'il y a beaucoup de points d'interaction en fait avec les utilisateurs. Voilà, la première chose, c'est vraiment d'ouvrir les yeux et de réaliser le nombre de possibilités qu'on a d'interagir avec eux. Donc d'abord, on en est nous-mêmes et on en a autour de nous. Ça, c'est peut-être les plus simples. C'est pas les plus fiables, mais en tout cas, c'est déjà un premier contact. Il y a des données quanti, on les voit. Il y a un service client dans la plupart. Chez Blablacar, mais comme dans plein d'autres, il y a des commentaires sur les social media, il y a des NPS contrats qu'on demande aux gens. Est-ce que vous conseilleriez cette expérience à un ami, etc. Ils mettent des commentaires. Les App Store, ils sont pleins de commentaires. Il y a les phases de discovery dont on a parlé, donc très très en amont, aller parler aux gens sans forcément même leur proposer des solutions, mais juste de comprendre ce qu'ils font. On a mis en place chez Blablacar une journée par mois qu'on appelle le Be the Member Day, où on demande à tout le monde, et pas que les designers, tous les gens de l'équipe produit, d'utiliser le produit, donc d'aller prendre un Blablacar ou un bus et de faire un aller-retour dans la journée, n'importe où, juste histoire de prendre le produit. Ça a pas mal de vertus, ça a celle de rencontrer des membres, mais il y a aussi celle de l'utiliser soi-même. Typiquement, Blablacar, l'endroit où le conducteur va vous déposer, il y a beaucoup de variabilité. Évidemment, on le sait un peu à l'avance, mais
ça se négocie en voiture, ça se discute. Donc, de se retrouver effectivement dans un endroit où on n'avait pas prévu, il faut trouver des solutions. Ça permet de se confronter à la réalité du produit. Et puis, bien sûr, il y a les tests d'utilisabilité un peu plus classiques. Donc, chez Blablacar, on en fait pas mal de ça. On a créé un réseau d'agences dans le monde. Enfin, on sait créer à nous un réseau d'agences, donc des partenaires dans pas mal de pays. Et puis, ça fait un moment qu'on bosse avec eux, donc on a un peu standardisé les protocoles de test, d'échange, de traduction. Et ça, on essaye d'en faire au moins, je crois que le rythme qu'on s'est fixé, c'est 1 toutes les 2 semaines. Donc, c'est pas mal. Ça permet vraiment à n'importe quel projet de pouvoir se confronter à une réalité utilisateur. Mais descendre en bas de l'immeuble, en ce moment, ça marche moins bien. Mais jusqu'à il y a peu, descendre en bas de l'immeuble, c'était aussi une bonne solution pour aller récupérer du feedback. Donc, peut-être mon message là-dessus, c'est qu'il y a des phases comme du discovery ou d'utilisability qui sont des phases du process et des phases qui sont très formatées et nécessaires. Mais il y a une infinité de moyens de rentrer en contact avec des utilisateurs. Et si on rentre concrètement, alors ça c'est une partie du rôle d'un designer, ça de rencontrer des utilisateurs. Tout à l'heure, tu as un petit peu parlé du rôle de ce que faisaient, pourquoi étaient là les designers. Si on rentre très dans le concret, genre dans sa journée, que fait le ou la product designer? Alors, la première chose, c'est que ça va dépendre de l'étape du process dans lequel il ou elle est. Donc, voilà, il y a des projets qui vont en étape d'immerge, donc ils vont passer du temps à plonger dans la réalité et pas simplement les rencontrer, mais essayer d'aller sur le call center, de lire les reviews, etc., de se faire une idée. Donc, en fonction des étapes, les choses vont changer pas mal. Il va y avoir beaucoup de collaboration avec le produit. Donc ça, c'est vraiment énormément de proximité entre les deux, donc ils vont se suivre. Chez nous, c'est lié avec ma définition du product design, c'est qu'on s'attend à ce que les designers, ils soient à chaque étape, depuis les étapes de recherche très amont jusqu'aux étapes d'exécution. Et même de Pixel, on a la chance de s'appuyer sur un design system qui est très bien fait, qui est très solide. Donc, il y a peu de challenges de micro UI ou de spec de Pixel. Ça, on n'en a pas tellement. En fait, c'est l'équipe design system qui s'en occupe. Par contre, on s'attend à ce que les product designers ils délivrent des specs très précises, qui réfléchissent à tous les corner cases, qui réfléchissent au sujet de messages d'erreur, etc. Donc, ils ont vraiment une activité complète. Et bien sûr, lorsque c'est pas leur cœur de spécialité ou lorsque c'est pas le domaine dans lequel ils sont le plus à l'aise, il y a toute une équipe pour se supporter avec de la diversité dans les compétences. Donc, si on a besoin d'une illustration à un moment donné spécifique et que le designer il a pensé au message qu'il y avait derrière, mais qu'il ne va pas l'exécuter, on trouvera toujours des ressources pour le supporter. Donc, encore une fois, c'est des designers qui sont très transverses, qui ont en général une spécialité, à qui on ne demande pas d'être expert dans chaque domaine, mais d'avoir un avis sur chaque domaine. Je crois que ça, c'est ce qui est important, c'est qu'on s'attend à ce qu'ils aient un avis, être capable de diriger et l'exécution d'un UI et avoir un avis sur le protocole de recherche. Ok. Et avec qui on a vu un peu ce qu'ils faisaient et c'est qui les interlocuteurs habituels d'une équipe design, de product designer? L'interlocuteur principal, c'est le product manager. En tout cas, chez Blablacar, c'est comme ça. On a une culture très, très produit. Et pour être honnête, moi, c'est la manière dont je vois le meilleur chemin d'ascension du design dans une entreprise, c'est de se coller au produit, c'est de prendre une espèce d'appel d'air du produit, si on veut, pour l'influencer et monter en pouvoir d'influence. Quand on influence le produit, finalement, on influence une bonne partie de l'activité de l'entreprise si on est sur une entreprise qui fait un produit, évidemment. Donc, beaucoup de proximité avec le produit, mais pas que. La tech, évidemment, c'est important. Faut pas oublier que, en fait, on délivre des specs. Et ce qu'on délivre, ça n'existe pas. Ça existera quand ça sera développé. Donc, on travaille beaucoup sur la proximité avec les devs. Typiquement, un design system, c'est un travail collaboratif entre des tech et du design. Et c'est le seul moyen de le faire vivre dans le temps, en fait. Il faut que ça se soit approprié des deux côtés, des côtés tech et côté design. On investit depuis quelques temps sur du prototypage
qu'on appelle haute fidélité. C'est haute fidélité plus dans la partie tech que dans la partie visuelle. La partie visuelle, elle l'est, mais avec un design system, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Par contre, on réfléchit à faire des prototypes qui sont capables d'aller chercher de la vraie data pour en particulier faire des tests utilisateurs réalistes. Mais ça force aussi à se poser les bonnes questions en termes de détails d'exécution, en termes de ce qui est possible. Un fichier sketch, ça reste une projection de ce qu'on imagine, mais il y a plein de trous dedans. Donc, lorsqu'on est capable de créer un prototype vraiment détaillé, ça fonctionne mieux. Et la dernière étape, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un de CRM, j'ai vu aussi digital marketing dans la liste des participants, c'est la proximité avec les métiers du marketing aussi. Donc ça, c'est ma mission aujourd'hui qui est assez nouvelle. Mais l'intention côté design, c'est quand on crée une expérience, on a une intention derrière, on a une vision, on sait quel problème on cherche à résoudre, on a les mots un petit peu des utilisateurs, on sait où on veut les amener. Et en fait, le CRM, le marketing, ça va être la voie qui va expliquer aux gens cette intention-là. On dit souvent un bon design, il y a un truc, je ne sais plus comment c'est dit exactement, un bon design, c'est comme les blagues, ça s'explique pas. Peut-être des fois, mais souvent, c'est pas vrai. Il y en a besoin d'attraper l'attention des gens. Quand on fait des nouvelles fonctionnalités qui existent nulle part ailleurs, il faut les expliquer. Le rêve de tout intuitif sur des produits qui sont aussi complexes que ce qu'on conçoit aujourd'hui, de booking, en termes d'expérience en général, c'est vraiment compliqué. Donc ça, je crois pas, ou alors j'y arrive pas. Et le marketing est un outil extrêmement puissant justement pour aller aider à faire de l'éducation sur les fonctionnalités, mieux les comprendre, les introduire avant de les utiliser. Voilà, donc on crée de la proximité maintenant avec toutes ces équipes-là. Tout à l'heure, ça fait plusieurs fois que tu mentionnes le design system. Il y a des gens, je ne sais pas si ils ne sont pas tous designers là, dans le chat, les participants. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Oui, design system, ça serait... en gros, on crée une librairie de toutes les briques qu'on va utiliser pour concevoir les écrans. Donc, chaque composant d'un écran, un champ de texte, un bouton, un titre, tout ce qui compose un écran, on prend l'écran, on le coupe en morceaux. Et chaque morceau, c'est un élément de ce design system et on explique à quoi il ressemble, comment il se comporte. Donc, résultat, quand on construit les écrans, on prend toutes ces briques, on appelait ça des Lego à une époque, toutes ces briques, et puis on les assemble ensemble pour construire une nouvelle solution. Je trouve que la métaphore de Lego, elle est chouette parce que effectivement, quand on fait des Lego, on ne fabrique pas de nouvelles briques. En tout cas, moi, je ne sais pas faire. Par contre, ça n'enlève rien à la créativité de l'activité. Et ça, encore une fois, je crois que c'est important. Pour l'avoir fait, maintenant, ça va mieux, mais il y a une époque, c'était un sujet un peu sensible dans les équipes design, le design system, parce que pour certains, c'était vu comme un destructeur de créativité. C'est-à-dire que moi, je vais devenir juste un assembleur de briques. Je crois qu'on se rend compte que c'est pas vrai, que ça tue pas la créativité, que effectivement, on passe moins de temps sur des specs détaillés, mais que ça permet de passer plus de temps sur l'identification des problèmes et l'évaluation de la qualité de notre travail. Donc voilà, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement positif. Chez Blablacar, c'est un pilier de la façon dont on fait le design. Et c'est un élément aussi de collaboration avec les équipes dev. Donc clairement, aujourd'hui, on a une équipe design system, on a des reviews design system, c'est-à-dire qu'une spec d'un designer qui correspondrait pas au design system, elle sera challengée, pour pas dire repoussée. Et si ça arrive sur le bureau d'un développeur et qu'il voit un élément qui appartient pas au design system, ce sera la même chose. Donc, c'est vraiment très, très ancré dans notre culture. Et je parlais de l'architecture haussmannienne en tout début de notre discussion qui me fascine. Et je crois que c'est une belle métaphore du design system, l'architecture haussmannienne. C'est-à-dire qu'un boulevard haussmannien, c'est extrêmement homogène. Voilà, il y a des règles qui ont été définies, il y a des balcons, puis il y a même des inclinaisons de toit qui étaient prédéfinies. En fait, il y a tout un tas de briques qui étaient prédéfinies. C'est comme ça qu'on fait. Et par Haussmann et par les règles de construction et par l'époque aussi. Mais vraiment, le résultat, c'est ça. Et c'est très intéressant parce qu'un bâtiment haussmannien comme ça, tout seul, bon, c'est intéressant, mais on ne tombe pas de sa chaise. Mais 200 bâtiments haussmanniens alignés, c'est magistral.
Et l'autre vertu que j'aime beaucoup en vivant dans Paris, c'est que pour ceux qui y vivent, quand on rentre dans Paris, peu importe si on rentre par le nord, le sud ou l'est, à partir du moment où on rentre dans cet univers haussmannien, on est un petit peu à la maison. Et donc, il y a cette homogénéité, elle crée un sentiment d'être un petit peu chez soi partout. En tout cas, c'est Paris, ça y est, on y est. Et c'est un petit peu ça qui m'intéresse dans le produit. C'est-à-dire, peu importe où est-ce qu'on est, il faut qu'on s'y sente dans le produit et dans notre produit. Et c'est ça qu'apporte le design system, cette consistance. Peu importe où je suis, en fin de process ou dans mon profil ou peu importe, je suis dans le même environnement. C'est sécurisant, ça développe des habitudes, ça a beaucoup, beaucoup de vertus. Voilà. Top. Il nous reste une dizaine de minutes avant de passer aux questions des gens qui ont été posées dans le chat. Je te propose de passer sur un sujet pour les gens qui se projettent peut-être sur ce métier-là de product designer, qui font pas ça aujourd'hui. Aujourd'hui, qui peut être product designer? C'est quoi les qualités d'un product designer? Alors, je crois que c'est très ouvert. C'est ce qui est intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, alors peut-être ça se formate un petit peu avec les écoles de design, mais c'est encore aujourd'hui beaucoup le cas. C'est très hétérogène les profils des product designers. Et honnêtement, j'aurais du mal à définir quel est le bon background pour y arriver. Je crois que c'est pas une question de background en tout cas. Donc on peut tous y aller. Il y a une vérité, c'est que, en tout cas ma vérité, c'est qu'il n'y a pas de magie non plus. Donc un petit peu que quand on ouvre la boîte du product design, il n'y a pas une baguette magique à l'intérieur de créativité. Il y a surtout du process. Et ça, c'est essentiel. Donc j'ai envie de dire, c'est des gens qui devraient être assez process driven, voilà, qui aiment passer étape par étape. Il y a une forme de discipline là-dedans. Et c'est peut-être là où ça diverge de la partie artistique, où je connais moins ça. Il y a peut-être moins de discipline là-dedans. Le product design, c'est un métier discipliné, en fait. C'est pas un métier artistique. C'est John Maeda qui dit que l'art, c'est poser des questions et le design, c'est y apporter des réponses. Bah, pour y apporter des réponses, c'est une mécanique très huilée, très organisée. Donc, ça, c'est une chose. J'ai parlé de connecter les points. Je crois que ça, c'est la deuxième chose importante, c'est que c'est un petit peu avoir un esprit assez ouvert, s'intéresser à plein de choses. Je crois que pour réussir dans le design, il faut aimer le design. Donc, il faut regarder plein de produits, il faut s'y intéresser. En fait, c'est comme ça qu'on crée une culture et qu'ensuite on trouve des solutions efficacement. À un moment donné, on se demandait si dans le process de recrutement, il fallait demander combien d'apps les designers avaient sur leur téléphone. Est-ce qu'il y avait un lien entre le nombre d'apps et la passion pour le design? C'est possible. Après, on peut rencontrer des minimalistes qui les suppriment tout le temps, donc ça marche pas toujours. Mais oui, je crois qu'il faut être curieux, il faut aimer regarder des interfaces, les toucher, les bricoler, comprendre. Et je crois que la troisième qualité, c'est l'humilité. Un petit peu, je peux revenir à Haussmann. En fait, chaque bâtiment haussmannien, il est signé, la plupart. Si vous regardez de près, vous allez voir, il y a des signatures. Mais il n'y a pas d'expression individuelle de chaque architecte. Ou en tout cas, elle est très, très effacée. Voilà. Je crois qu'à l'époque, construire un bâtiment haussmannien, ça devait demander beaucoup d'humilité, mais c'était au service d'une cause un peu plus grande, qui était cette espèce de grandeur et d'homogénéité de ces boulevards et de ces rues. Je dirais pas la même chose aujourd'hui sur le travail des architectes dans le sud parisien, mais ça existe dans plein d'endroits, où en fait chaque bâtiment, il a une expression personnelle évidente et il peut probablement hyper intéressante, mais l'ensemble, il fait pas sens. Voilà. Il y a plus d'unité, il y a plus tellement sens, je pourrais être un petit peu n'importe où. Et un product designer, la vérité, c'est que il va travailler sur une toute petite partie du produit. Et il va passer du temps, il va travailler sur une toute petite partie. Et donc, sa signature, on n'en a pas besoin. Un utilisateur, il n'a pas besoin, page par page, de passer par une expression personnelle du designer. Ça sert pas à l'expérience, en fait. Voilà. C'est un peu élever, évidemment, l'expérience, mais en discrétion, de manière tout à fait cohérente avec le reste. Et je crois que ça demande de l'humilité. Donc c'est pas forcément vrai encore une fois, pour les métiers artistiques. Et je n'opposerai pas humilité à avoir la grosse tête ou quelque chose comme ça. C'est plus une volonté d'exprimer son identité. Et je crois que dans le product design, c'est pas le cas.
C'est un espèce d'effacement, quoi. D'effacement Ouais, derrière. c'est ça. Au service de l'expérience, au service d'une cause plus grande qui est mon utilisateur, il est venu pour exécuter une tâche, il n'est pas venu pour admirer chaque page. Et finalement, il y avait une idée qu'on avait creusée il y a longtemps. On se disait probablement que les gens, ils ont un capital concentration au début du produit. Alors évidemment, il est variable en fonction de notre produit et puis de ce qu'ils en attendent. Mais ils ont un capital et l'objectif, c'est de le grignoter le moins possible pour qu'il en reste jusqu'au bout du process. Voilà. Et bien, chaque nouveauté, chaque distraction, chaque expression, ça grignote un petit peu de ce capital. Donc, on essaye de faire le moins possible parce que l'objectif, c'est qu'il ait pris du plaisir à aller rapidement vers la tâche qu'il souhaite exécuter et pas d'observer page par page l'expression artistique individuelle. En tout cas, c'est pas l'objet d'un produit comme celui de Blablacar. C'est surtout vrai, en fait, quand ce côté effacement, c'est surtout vrai quand tu travailles avec plusieurs designers. En fait, tu peux pas te permettre d'avoir au sein du même produit, au sein de la même application, plusieurs designers qui vont apposer leur marque ou leur style et c'est compliqué. Absolument. Mais c'est vrai aussi, tu peux le voir sur les métiers du marketing, par exemple, où on va envoyer pas mal d'emails et où, de la même manière que chaque campagne CRM, elle porte la signature du marketing manager et son style d'écriture et sa façon de voir les choses, ça rend pas service à la marque non plus. Donc, en fait, c'est pour ça que je vois beaucoup de sens à connecter la marque, le marketing et le produit. C'est qu'à la fin, on s'attend juste à ce que ce soit Blablacar ou une autre marque, mais juste quelque chose de très cohérent, peu importe les channels et peu importe les étapes de l'expérience. Il y a d'autres aspects que toi, tu vas, en entretien, que tu vas chercher chez des candidats, des candidates, d'autres qualités, des trucs à avoir, qui vont te faire dire, il nous faut cette personne dans notre équipe. Il y a une chose mais qui est difficile à mesurer, mais c'est je le disais tout à l'heure, la passion pour le design. Alors, tout le monde dit qu'il est passionné, mais en fait, la passion, ça se voit. On peut pas, je crois pas qu'on puisse dire qu'on est passionné de quelque chose à des gens qui connaissent ce domaine si c'est pas vrai. Et donc la passion, je crois que c'est un vrai driver. On dit qu'il faut plus d'énergie pour faire décoller une fusée que pour l'orienter. Et c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que la passion, pour moi, c'est l'énergie qui a lancé la fusée. Et si ça y est, finalement, ensuite d'aider le designer à s'orienter, à comprendre les process, etc. En fait, c'est beaucoup moins difficile que s'il n'y a pas cette énergie au départ. Donc quelqu'un qui a vu plein d'interfaces, qui aime ça, même si c'est un petit peu dans tous les sens et même si je crois que c'est une énorme qualité. Il faut aimer ça pour y arriver. On arrive pratiquement à la fin, il nous reste 2 minutes pour te poser la dernière question. Alors, sans te prêter aucune qualité divinatoire, si tu devais parier sur le futur du métier, product designer, à quoi ça ressemblerait? Ben, écoute, en tout cas à moyen terme, je crois que c'est le développement de cette spécialité. Parce qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais il y a encore pas mal de boîtes qui en ont peu ou pas, et où le rôle des product designers, ils sont encore très flous. Donc, je crois que la première chose, ça va être le développement du product design, en tout cas dans le monde digital. Continuer à accélérer sur les sujets de design system, sur les sujets de scale. Ça me semble faire sens. Et peut-être une spécialisation supplémentaire de chaque discipline. Je crois que pendant un moment, on a fait un peu un gros melting pot de toutes les spécialités. On avait du mal à distinguer les métiers les uns des autres. Donc, je crois que ça, c'est une des directions. L'autre, c'est que je vois que en fait, il y a de plus en plus de designers, de product designers qui deviennent CPO, qui deviennent CMO, donc moi j'ai le sentiment que je ne sais pas si un jour il y aura ce qu'on appelle les CDO, Chief Design Officer. Il y en a quelques-uns, mais en gros c'est extrêmement rare. Je ne sais pas si ça existera, mais par contre je pense qu'il va y avoir de plus en plus de product designers qui vont prendre des responsabilités très larges côté produit ou côté marketing, et que donc cette espèce d'esprit un petit peu de process, de rigueur, tout ce qu'on a décrit depuis le début de l'interview, il va habiter des gens qui vont avoir des responsabilités de plus en plus larges. Donc ça, j'y crois pas mal, je le vois arriver de plus en plus et je trouve ça très intéressant.
Super, merci. On est dans les temps. On avait prévu 3 quarts d'heure notre Parfait. entretien. On arrive à 3 quarts d'heure. Il y a pas mal de questions intéressantes dans le chat, là. Des questions qui ont été posées par les gens qui regardent. Je vais poser la première. Euh, la spécificité d'un service, d'une application comme Blablacar, où tu vas avoir une partie application, donc réservation, publication de trajet, tout ça, et une expérience offline, comme Ouais. au bout d'un moment, tu dois rentrer quand même dans une voiture et aller à un endroit, quoi. Euh, Est-ce que tu as la possibilité, toi, en tant que product designer ou équipe product design, de travailler sur les deux, en fait, d'avoir un impact à la fois, ben, ça j'imagine, sur l'application, mais également sur l'expérience offline? Ouais, c'est une très bonne question. Et dans un sens, ce qui est rigolo avec Blablacar, c'est que c'est surtout alors on peut dire un produit. C'est surtout une expérience offline, en fait. Euh, et l'énergie de Blablacar et le fait que cette marque marche aussi bien et qu'il y a autant on appelle Blabla Love. C'est une marque amusante, c'est que j'ai fait pas mal de tests utilisateurs comme ça à l'extérieur, aller demander à des gens, les embêter dans la rue. Euh, c'est régulièrement, ils nous regardent un petit peu avec distance, et lorsqu'on dit Blablacar, ça donne le sourire. Donc il y a vraiment quelque chose de très attachant à Blablacar. Les gens aiment beaucoup, et je crois qu'il faut avoir l'humilité de se dire qu'ils aiment beaucoup l'expérience offline. Alors peut-être qu'ils aiment l'expérience online, sûrement, un petit peu, mais ils aiment surtout l'expérience offline. Donc c'est très juste que Blablacar, c'est surtout une expérience offline. Et même d'un point de vue marque, en fait, les valeurs de marque, elles sont surtout dans ce qui se passe dans la voiture. Ensuite, oui, les designers, ils ont la possibilité d'influencer ce qui va se passer offline. C'est des sujets qu'on creuse finalement depuis pas si longtemps que ça, pour se demander en fait comment on peut apporter du service sur la partie offline. Euh, Typiquement, tout le service de mobilité de l'app, donc au-delà du booking, retrouver son conducteur, c'est un élément extrêmement important. Il y a plein de choses qui conditionnent retrouver son conducteur. Il y a du géotracking, il y a aussi l'identification de ce conducteur, sa voiture et tout un tas de choses. On a réfléchi à des choses qui seraient comment animer aussi l'expérience dans la voiture. Et ça, c'est des choses qu'on a en tête et qui sont pas récentes dans le sens où on les a identifiées depuis longtemps, mais c'est des choses sur lesquelles on commence juste à travailler. Mais comment tu fais? Parce que tu peux pas avoir un designer dans chaque voiture. Ah non, on n'a pas de designer dans chaque voiture, mais l'expérience finalement, elle est assez homogène de ce qui se passe dans les voitures. Donc, d'imaginer ce qui va se passer à l'intérieur de la voiture. Tu veux dire, mon point, c'est que l'influence, elle se fait via le produit, hein. Mhm. Elle se fait via l'app. Donc, c'est l'app qui peut continuer à créer des touchpoints à l'intérieur de la voiture, euh, via aussi un principe de navigation, évidemment. On continue à être présent dans la voiture avec l'app. Donc il y a quelque chose qu'on appelle le plan de route qui est je veux partir, tout ce dont j'ai besoin pour partir, les infos de mes passagers. Donc l'app est là pour m'aider à les retrouver. Il y a l'app qui est là pour m'aider à les déposer là où je dois les déposer, etc., etc. Donc c'est plutôt les moments importants de l'expérience dans la voiture qu'on va essayer de résoudre avec l'application. Maintenant, sur la partie, je parlais d'animation, c'est un sujet, mais qu'on n'a jamais priorisé, qui est plein de choses ont été imaginées. On pourrait avoir des playlists Blablacar, on pourrait leur raconter des blagues, on pourrait les aider à se connecter, à parler ensemble. Tiens, ton conducteur, il a tel point commun avec toi, etc. Tout ça, ça pourrait être des touchpoints possibles qu'on n'a pas creusé encore à ce jour. Ok. Question suivante. Tout à l'heure, tu as parlé de votre framework pour travailler en interne. Oui. Il y a quelqu'un qui demande la référence de votre framework, en fait. C'est quoi concrètement? C'est une bonne question. Écoute, je crois que j'essaie de me rappeler si on a déjà partagé ça en extérieur et se dire une conférence. On avait fait une conférence à la Product Conf où on avait parlé, on avait déjà introduit un petit peu ça. C'est Paris, c'est ça? Voilà, il y a eu l'époque Ouais. Paris. En fait, Paris, c'était pas encore le framework, mais c'était déjà les grandes briques. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à aller écouter là-dedans. Il faut que je regarde s'il y a une conférence qui a été faite, il y a un matériel partagé déjà sur ce sujet-là. Et si je trouve ça, je vous le renvoie et on trouvera un moyen de le partager avec ceux qui posent la question. Super.
Donc, en tout cas, pour le dire autrement, c'est un framework qu'on a fait nous. Donc, c'est pas un framework qu'on a réutilisé ailleurs. Ceci dit, pour être honnête, il a rien de magique. Ce qu'il y a de magique dans un framework, c'est de l'appliquer tout le temps et de manière extrêmement rigoureuse. Elle est là la magie du framework. Donc, il y en a plein des frameworks de design. Et le nôtre, il est le nôtre parce que on avait des idées en tête, des préférences et puis peut-être une culture particulière. Mais le plus important, c'est d'en prendre un et de l'appliquer. Voilà. Je crois qu'il ne faut pas se tromper là-dessus. Il n'y a pas de framework magique. La magie, elle vient dans la discipline qu'on met à l'appliquer systématiquement. Super. Question suivante, je vais essayer de mixer deux questions en fait. On va voir comment ça va sortir. Mais il y a pas mal de termes dans cette industrie. UX designer, researcher, UI designer, content strategist, product designer. Et même on parle de UX writer. C'est quoi la place de chacun? Comment on les différencie? Comment on les positionne? Ben, en fait, comme je le vois moi, je crois que tu as beaucoup de gens qui ont des définitions différentes. Donc, j'ai pas la prétention d'avoir une définition universelle. Ma définition à moi, c'est qu'il y a des spécialités, il y a des verticales. Et le product design, c'est plutôt un travail horizontal. Donc, il y a une définition, on dit que le spécialiste, il connaît tout sur rien et que le généraliste, il connaît rien sur tout. Et il y a un petit peu de ça. C'est-à-dire que le product design, comme je disais tout à l'heure, je m'attends à ce qu'il ait des avis sur toutes les étapes, sur toutes les spécialités, qu'il ait un point de vue pour emmener, mais pas nécessairement qu'il possède le craft sur toutes ces spécialités. Donc, le UI, moi, je vois ça comme un craft, une spécialité. Les content strategists ou les content writers, c'est la même chose. Le research, c'est la même chose. Donc, on a plein de verticales comme ça qui, pris isolément, ne résolvent qu'une partie de l'équation, mais par contre, sont vraiment capables de la résoudre très, très bien. Et je vois le product designer comme quelque chose de beaucoup plus horizontal. On parle aussi dans le recrutement des T-shape en forme de T, profil en forme de T. Et je crois que le product design, c'est un peu ça. Peu importe la verticale. Moi, personnellement, j'ai plus une verticale research, mais il y a des gens qui auront plus une verticale UI. Et je pense que même il y a des gens qui peuvent avoir une verticale business ou une verticale marketing. C'est là où c'est intéressant, c'est que la verticale, elle est importante, mais elle définit pas la suite. En fait, la suite, elle se passe beaucoup dans la connexion de toutes ces verticales. Très bien. Une autre question. Dans les grandes entreprises, comment on fait pour où la culture projet est pas hyper centrée sur le design des utilisateurs, comment on fait pour insuffler un peu une vision design et une culture design? C'est dur, ça. Ça, c'est difficile. Et peut-être, lorsqu'on parlait de Julie Zhu tout à l'heure et de son modèle avec craft, expérience et vision, il y a peut-être une brique qui manque là-dedans, c'est la partie évangélisation. Celle-ci, elle est compliquée. Et là, pour le coup, tous les processus de design thinking, la manière dont je le vois, c'est que c'est des processus très vertueux pour l'évangélisation, pour faire réaliser un petit peu l'importance de tous les fondamentaux du design, d'écouter l'utilisateur, d'itérer sur des solutions, l'incertitude de la solution et la nécessité de la tester, toutes ces choses-là. Donc, c'est vrai que chez Blablacar, on a la chance d'avoir une entreprise qui est assez mature, qui est très mature, je pense, sur ces sujets-là, et où on n'a pas de problématique d'évangélisation, en fait. Donc, ces processus-là, on les applique assez peu parce qu'ils sont la pratique normale de tout le cycle de conception produit. Maintenant, dans les entreprises qui n'ont pas ça, je crois que ces processus-là, ils ont beaucoup de valeur. Ce qui a toujours été difficile avec le design, c'est de prouver l'impact par de la data. On y arrive, on arrive à trouver des cas, mais bon, il faut déjà avoir l'occasion de pouvoir essayer beaucoup de choses avant d'être capable de le démontrer. Si tu me demandais quel a été l'impact chiffré de rollout du design system chez Blablacar, je serais bien embêté pour te répondre. Personne n'a de doute sur la valeur que ça a et aucun doute sur le fait que c'est la bonne chose à faire. Maintenant, la mesure précise de ça, c'est difficile. Donc, pour revenir au début de ta question, l'évangélisation, il faut avoir la foi dans l'évangélisation de ce domaine. Et je crois qu'il faut être, ingénieux. En tout cas, il faut aller prendre les appels d'air pour aller démontrer. Je crois que c'est difficile d'attaquer le problème de manière complètement horizontale en disant je vais éduquer l'entreprise. Je pense qu'il y a un process d'éducation, puis après, il faut être malin et trouver
des portes ouvertes, glisser le pied, aller démontrer petit à petit la valeur des choses pour développer ça dans l'entreprise. À l'époque où je faisais ça chez PayPal, j'avais mis en place une mécanique toute simple qui était la session sandwich, où je proposais à des product managers, peu importe le projet sur lequel ils travaillaient, d'imprimer quelque chose, et je leur offrais le sandwich, et puis on sortait dans la rue, et puis on allait discuter avec les gens des sujets sur lesquels ils étaient. C'était très simple, c'était très sympa, et c'était un processus qui était très vertueux en termes d'évangélisation. Et puis l'étape suivante, c'était un déjeuner complet pour parler de ça, et puis l'étape suivante, c'était d'engager dans un vrai projet, etc., etc. Et c'est marrant. Moi, les appels d'air, en fait, les opportunités que tu peux avoir, alors ça fait pas plaisir, mais j'ai souvent essayé de pointer les échecs, en fait, les erreurs qu'on fait, qui sont des bons moteurs, en mode, bah voilà, là, si on avait fait un peu d'exploration, un peu de test utilisateur, on n'aurait pas eu besoin de construire quelque chose qui fonctionne pas. Et ça essaye un petit peu insuffler une envie de faire du product design et d'avoir cette méthode-là pour moi se planter finalement. Ouais. Ou alors se planter. En fait, la règle qu'on a essayé de se donner, c'est tu as le droit de te planter, mais plante-toi en 3 jours, te plante pas en 3 mois et en impliquant 10 personnes. Ouais. Oui, ça c'est la valeur, pareil, dans le cycle de design thinking, des espèces d'itérations rapides comme ça, qui permettent de vite apprendre, de vite réaliser les choses. Donc j'ai l'impression en tout cas que tout le process de design thinking, il a beaucoup de valeur dans cette dynamique-là. Quand je dis design thinking, les Google Sprint et toutes ces méthodes-là, hein, c'est ça que j'ai en tête. Cette brique évangélisation dont tu parles là, est-ce que c'est la dernière étape? Tout à l'heure, on a fait une espèce de corrélation. Je t'ai amené sur la corrélation un peu seniorité, juniorité, sur toutes ces étapes-là, en fait, sur le craft, sur réfléchir au flow et réfléchir un peu à la vision. Est-ce que c'est l'évangélisation, c'est la dernière brique pour les gens essentiellement seniors? Ah, je crois, là pour le coup, je crois pas alors est-ce que ça devrait peut-être? Mais la réalité, c'est que généralement, ceux qui se confrontent aux entreprises les moins matures, c'est souvent les plus juniors, par définition, parce que les entreprises pas matures, elles n'ont pas d'équipe design, donc elles n'ont pas de très seniors, etc., etc. Donc, moi, j'ai beaucoup d'empathie pour tous ceux qui commencent dans des entreprises en étant le premier ou le deuxième designer, parce que je crois que c'est eux qui se confrontent le plus à cette difficulté-là. Après, évidemment, je crois qu'il ne faut pas confondre l'envie d'influence et le besoin d'évangélisation. C'est-à-dire que à peu près n'importe quelle verticale dans une entreprise, elle te dira qu'ils ne sont pas assez compris et ils ont besoin d'expliquer leur spécialité, ils ont besoin d'évangéliser. Et ça, je crois que c'est naturel. Ça arrive pour le design, mais pour beaucoup d'autres. Par contre, le design, c'est un mot qui maintenant porte beaucoup, qui crée de l'intérêt, mais pas nécessairement par des gens qui ont complètement compris ce que ça voulait dire. Donc, il y a beaucoup de jeunes designers qui ont besoin de ces process-là. Et là, pour le coup, ils n'ont pas le choix. Il faut s'y mettre s'ils veulent créer un environnement de travail qui est vertueux pour eux. On va avoir le temps pour une dernière question que j'aime beaucoup d'ailleurs. C'est un truc que je voulais te poser pendant l'entretien. Finalement, on n'a pas eu le temps et je suis content qu'elle apparaisse. Est-ce qu'un product designer doit nécessairement avoir des compétences UI poussées? Parce que la personne qui a posé ça est plutôt UX à la base. Et elle se dit qu'avec un design système béton, il n'y a pas forcément besoin d'être très UI. Ouais. Alors, c'est tout à fait juste. C'est vrai. Après, encore une fois, je parle pour l'expérience Blablacar. Hein. Donc, pour moi, c'est vrai. Par contre, je crois que c'est important d'avoir un avis dessus. Encore une fois, le designer d'une chaise, s'il maîtrise pas les peintures de chaises, c'est pas grave. Il va trouver des gens qui sont des spécialistes là-dedans. Mais si son point de vue c'est la peinture, je m'en fiche, j'ai pas d'avis, ça m'intéresse pas. Bah là, je crois qu'il manque quelque chose. Donc, je crois que encore une fois, personne maîtrise tous les crafts. Et si c'est le cas, je pense de toute façon qu'on loupe quelque chose. C'est fantastique d'avoir une équipe dans laquelle il y a des gens plus doués que toi sur tous les domaines. C'est ça une équipe qui fonctionne bien. Hein. C'est pas une équipe de gens qui sont exactement les mêmes les uns les autres. C'est justement beaucoup de complémentarité. Donc, l'idée d'avoir une équipe où il y a un prototypeur qui est super fort, qui est un fou du prototypage, quelqu'un qui a un fou du UI, quelqu'un qui a un fou du UX, etc. Tout ça, c'est fantastique.
Mais par contre, il faut que soit ces designers-là, ils travaillent pour un product designer, soit si c'est eux-mêmes des product designers, il faut qu'ils aient un avis transverse sur les choses. Donc, typiquement, dans les entretiens qu'on peut avoir, quelqu'un qui me dit, moi, le UI, je sais pas faire, c'est pas un problème. Mais si je me dis le UI, ça m'intéresse pas, j'ai pas d'avis, je m'en fiche, bah là, c'est plus un problème pour être product designer, à mon avis. Super. 20 heures tout pile. Magnifique. Je te remercie infiniment, Tristan. Avec grand plaisir. C'était Merci cool. de m'avoir invité. C'était un plaisir. Merci à tous ceux qui étaient là également. Je te repasse la parole, Paul. Yes, je reprends la main. Tristan, Julien, du coup, merci beaucoup. C'était hyper riche. C'était vraiment une super intervention. Je pense surtout qu'on a pu voir vraiment le métier de product designer dans son ensemble. Sachez du coup que on va publier ce live sur YouTube et qu'à côté de ça, on fera un article Medium à l'écrit du coup qui reprendra un petit peu les highlights de cet entretien. On n'oubliera pas de mettre les petites expressions de Tristan en bas de page parce que c'était vraiment assez cool. Pour ceux qui ont d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire sur thedesigncrew.co. Pour ceux qui souhaitent du coup devenir product designer et à qui du coup Tristan a vraiment évoqué une sensibilité métier chez eux, vous pouvez télécharger le programme Bootcamp directement sur le site thedesigncrew.co. Et je pense également aux autres personnes, les initiés du jour, les product designers, UX designers ou UI qui étaient présents sur ce live. Sachez qu'on développe toujours une formule de formation qui s'appelle Advanced, du coup, qui est plus destinée à ces personnes qui ont déjà un pied dans le métier et dans le design. Et du coup, en fait, ça vous permettra d'être accompagné pendant 8 samedis par des mentors hyper expérimentés venant de très jolies boîtes tech comme Conto, Alan, Trainline, Lydia, etc. Donc voilà, on est déjà complet pour Advanced jusqu'à la fin d'année, mais du coup, ce serait plus pour 2021. Du coup, j'espère qu'on vous verra nombreux. Tristan, Julien, encore merci beaucoup. On met fin du coup à ce live et du coup, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Au revoir tout le monde. Au À revoir. plus tard.